Allez, salut Brice, salut tout le monde. Pierre. Alors, on est ensemble ce matin avec Monsieur Brice, aka Naturo Sapiens et On du la vie sur Instagram. On va parler ce matin de l'importance et aussi du coup une introduction à tout ce qui est lumière naturelle, artificielle, également les ondes. Pareil, tout ce qui est entre naturel et artificiel, bien faire la différence et les impacts sur la santé de manière globale. Peut-être plus précisément sur l'impact sur le stress aussi, quelque chose qui est vraiment très très omniprésent dans nos vies aujourd'hui. Donc voilà, je te laisse déjà te présenter rapidement et puis après on attaque sur ça quoi. Ok. Écoute, merci Pierre pour ton invitation. Donc moi c'est Brie, je suis effectivement naturopathe et ce qu'on appelle conseiller en hygiène électromagnétique. Donc j'ai une approche naturopathique plus liée au métabolisme énergétique. Donc en grand lien avec la mitochondrie. Moi j'ai démarré il y a 4 ans en naturo via le compte Naturo Sapiens où je me suis posé la question de savoir ce pourquoi nous étions réellement faits. Donc, je me suis beaucoup intéressé à la paléanthropologie et nos conditions d'évolution d'être humain. Et de là, à un moment donné, j'ai touché la composante électromagnétique parce qu'on a vécu pendant des millions, voire des milliards d'années dans un contexte où on était soumis en permanence à des ondes naturelles. Donc, principalement, ben, les ondes naturelles, c'est les ondes lumineuses du soleil, les rayonnements ultraviolets, la lumière visible, les infrarouges. Mais c'est aussi tous les rayonnements cosmiques, les champs atmosphériques qui entre la Terre et l'atmosphère, et tous les champs magnétiques terrestres et résonance de Schumann. Donc en gros, on a vécu dans un environnement qui était complètement approprié à notre biologie. Et il y a 4 ans, moi, ce qui m'a énormément interpellé, c'est le déploiement des antennes massives 5G. C'était pendant la période Covid. Et là, à un moment donné, ça a émergé de partout et c'était clairement visible dans notre paysage. Donc, si tu veux, là, j'étais vraiment interpellé par ce phénomène-là. Et du coup, je me suis renseigné parce que moi, là-bas, j'ai une base technique. Donc, je viens du milieu de l'industrie. J'ai bossé pendant 15 ans dans la high-tech pour des applications type médicale, aérospatiale et robotisation, type humanoïde. Donc j'avais, si tu veux, dans cette industrie-là, une vision de ce qu'allait être le monde à l'horizon 2030 par rapport à tous les déploiements des nouvelles technologies. Et au bout d'un moment, je me suis senti que j'étais plus du tout en cohérence avec cette voie-là. Et c'est pour ça que je me suis réorienté un peu à virage à 180 dans la santé naturelle. Et je me suis aperçu qu'en plus, à cette époque-là, j'avais une grosse problématique de santé. Je me sentais vraiment fatigué, vraiment anxieux. Et en fait, je vivais constamment, comme la plupart d'entre nous hein, qui ont une vie en bureau, hein, je vivais derrière des fenêtres, je voyais quasiment pas la lumière du jour. J'avais un répartiteur Wi-Fi juste au-dessus de ma tête en permanence. Et ma seule vision, c'était mes deux grands écrans de PC devant moi. Et Par quand des je gros sortais de là, néons, dis-moi. éclairés par des gros néons. Voilà, exactement. Oui, oui, oui. Oui, oui, j'avais comme beaucoup, quoi. Ouais. Et le soir, je partais à la salle de sport pour vouloir un peu me détendre. Euh, mais bon, voilà, j'étais encore dans un endroit très confiné, très soumis à de la lumière artificielle et pas du tout au contact de l'environnement extérieur. Donc de là, je suis parti dans un cheminement de vouloir comprendre quelles étaient ces ondes électromagnétiques. Et comme j'avais ce bagage un peu technique, j'ai travaillé dans mon premier job justement dans les ondes électromagnétiques industrielles, où je mettais en place des applications pour réduire les niveaux de perturbation pour pas endommager les électroniques. Donc j'avais quelques connaissances de base là-dessus. Et en fait, je me suis intéressé d'un point de vue purement biologique. Et en fait, là, je me suis aperçu que les lois électromagnétiques s'appliquaient aussi à la biologie humaine. Donc il y a certains personnages de haut vol qui m'ont guidé vers ça, notamment Robert Baker, qui a écrit un livre qui s'appelle The Body Electric,
Donc c'est un livre assez complexe, mais il est super intéressant. Et du coup, je me suis renseigné quel était l'impact réellement de ces ondes artificielles sur notre santé. Et j'ai voulu vraiment comprendre les effets. Donc il y a des effets réels, concrets au niveau biologique. Donc ça, c'est extrêmement bien démontré par la littérature scientifique. Sauf qu'aujourd'hui, toutes les normes qu'on a qui sont mises en place, elles s'occupent simplement des effets thermiques, donc de l'échauffement de nos tissus. Donc en fait, on a des réglementations qui sont hyper libertaires, qui tolèrent des types de rayonnement complètement aberrants à l'échelle biologique. Et ça a des conséquences fortes. Et ces conséquences-là, elles ne sont pas nouvelles, elles ne sont pas issues du déploiement de la 3G, de la 4G, de la 5G. Ça, c'est un électrosmog supplémentaire. En fait, l'origine remonte il y a déjà 150 ans, à partir du moment où on a changé notre environnement naturel, on a commencé à implémenter de la lumière artificielle dans nos habitations et qu'on a commencé à utiliser à grande échelle l'électricité alternative 50 Hertz. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que l'énergie 50 Hertz n'est pas une énergie cohérente par rapport à notre système. Notre biologie humaine fonctionne sur du courant continu. La Terre est un champ électromagnétique, mais c'est un champ d'électricité continue. Et c'est cette électricité-là qu'on capte au niveau de notre corps, c'est de l'électricité continue. Et ces champs alternatifs, bah, c'est pas des champs qu'on connaît. Et le caractère des champs de 50 Hertz ont une influence sur notre biologie, et notamment au niveau du stress. Donc, si tu veux, on peut commencer à parler un peu de stress. Euh, alors, ce stress-là, on va le prendre d'un point de vue de la mitochondrie. Donc, la mitochondrie, pour ceux qui ne savent pas, c'est notre petite centrale énergétique. C'est celle qui va produire la monnaie énergétique qu'on appelle ATP. Cette ATP, elle va servir à fournir l'énergie à l'ensemble de notre système, pour schématiser de façon très globale. On peut parler de métabolisme, d'ailleurs, d'un point de vue global, en fait. La mitochondrie, ça fait partie de notre centrale, d'énergie qui est le métabolisme. Tout à fait. Tout à fait. C'est grâce à la mitochondrie qu'on va utiliser notre substrat énergétique venu de notre alimentation, par exemple, pour décomposer nos aliments à travers ce qu'on appelle la chaîne de respiration mitochondriale. Et cette chaîne de respiration mitochondriale va faire circuler, va extraire des électrons et des protons de notre alimentation pour pouvoir fournir de l'énergie. Et en fait, alors je parle de l'alimentation parce que c'est ce qu'on connaît tous, c'est l'alimentation. Qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie condensée en fait. Donc c'est des ondes qui sont condensées, c'est la lumière qui est condensée. Quand on absorbe un aliment, on absorbe en fait de la lumière. Parce que l'aliment qu'on consomme, il a déjà fait le job de photosynthèse. Donc en fait, c'est un chemin qu'on utilise via la matière de nos aliments pour fournir de l'énergie. Mais cette énergie, elle existe aussi en permanence dans notre environnement. Parce que l'énergie, c'est quoi? C'est des électrons et des photons. Donc l'électron, c'est de l'électricité. À partir d'un moment donné où on a des électrons qui commencent à circuler, ça va créer de l'électricité. Cette électricité va créer aussi des champs magnétiques. Et ensuite, on a les photons. Et les photons vont exciter ces électrons pour justement fournir cette électricité-là. Donc, la mitochondrie, à l'origine, c'est une bactérie qui a fait un pacte avec une cellule. C'est ce qu'on appelle l'endosymbiose et qui a permis, dans notre développement, dans notre évolution, de pouvoir utiliser l'oxygène. Donc, c'est au moment où on a commencé à sortir de l'univers marin pour vivre à l'air libre que s'est développé ces mitochondries. Donc, ces mitochondries, à l'origine, elles ont peu près 2,5 milliards d'années. Et ces mitochondries, ces bactéries, on les porte en nous. Donc, elles ont une intelligence qui date de 2,5 milliards d'années. Cette intelligence de ces mitochondries, il faut savoir qu'elles possèdent de l'ADN. Elles ont un noyau. Donc, elles ont leur propre ADN. Donc, c'est vraiment des entités qui sont à part. Et elles vont créer, comme je disais tout à l'heure, vraiment une endosymbiose avec la cellule. Donc, la cellule a son propre noyau aussi. Et la mitochondrie communique en permanence
avec le noyau cellulaire. Et la cellule, en tant que telle, et son noyau communiquent avec les autres cellules. Et toutes ces communications-là sont faites par des ondes électromagnétiques. Donc, si je reviens sur la mitochondrie, cette bactérie qui était dans notre environnement naturel, elle est très aware. Elle est vraiment aware par rapport à son environnement. Parce qu'elle a vécu dans des millions d'années en contact de son environnement. Et la mitochondrie, elle a, pour faire circuler ces électrons, elle a des protéines qu'on appelle les chromophores, les chromosomes. Non, excuse-moi, des cytochromes. Donc, il y a 4 complexes de cytochromes qui permettent de transporter les électrons pour fournir au final de l'ATP sur le complexe 4 et pour cramer ces électrons grâce à l'oxygène pour former de l'eau métabolique, H2O, et du dioxygène. Et la circulation de ces électrons, donc cette production d'énergie, dépend de la capacité de faire circuler ces électrons à travers les cytochromes. Ces cytochromes, ce sont tous des chromophores, c'est-à-dire qu'ils absorbent la lumière. Donc, à partir du moment où ils ont une certaine longueur d'onde, et là, ça se passe sur les longueurs d'onde visibles, mais aussi invisibles, du Soleil, du spectre lumineux solaire, bah, ça crée une excitation de ces chromophores qui va faire que ça va permettre de faire circuler plus rapidement les électrons. Et il y a un chromophore qui est très, très intéressant, parce qu'il est très étudié au niveau scientifique, c'est le complexe 4, donc c'est le dernier complexe, hein. C'est celui-là qui donne ces électrons à l'accepteur d'électrons final qui est l'oxygène. Donc il est extrêmement important, ce cytochrome-là. Et ce cytochrome-là, il est excité, il fonctionne bien par rapport au rayonnement solaire et les rayonnements infrarouges. Donc le spectre de la lumière infrarouge, qui a une longueur d'onde spécifique, va exciter ce cytochrome-là. Et du coup, ça va nous fournir plus d'énergie, plus d'ATP, parce que ça va faciliter le transport des électrons. C'est la cytochrome C oxydase à cet endroit-là ou c'est pas. C'est C'est ça? ça. Ouais. On parle de la cytochrome C oxydase. C'est exactement celle-ci qui est excitée par les rayonnements infrarouges. Donc, d'où l'importance, et ça, je pense que tout le monde, ceux qui nous écoutent, le savent, à partir du moment où on s'expose à la lumière naturelle du soleil, on se sent beaucoup plus vite énergisé. Et ça, il n'y a pas besoin enfin, je pense qu'il faut, à un moment donné, aussi faire des gros focus sur ce qui fonctionne pour nous et de façon universelle. Et je pense que chaque être humain, chaque être biologique sur cette Terre, à partir du moment où il s'expose au soleil, il va se sentir beaucoup plus énergisé. Donc ça, c'est dû au fait que ça va dynamiser nos mitochondries par justement la cytochrome C oxydase. Et à contrario, les ondes électromagnétiques artificielles font l'inverse. Et ça a été prouvé, notamment par Martine Blanc, qui est une scientifique qui a énormément travaillé sur ce sujet. Elle montre que cette cytochrome C oxydase est ralentie par les ondes électromagnétiques artificielles. Donc ces ondes électromagnétiques artificielles, principalement, ça va être pour ce cas-là des ondes plus de haute fréquence. Parce qu'il faut bien distinguer deux typologies d'ondes, si on parle d'ondes artificielles aujourd'hui. On a tout ce qu'on appelle basse fréquence. Donc les basses fréquences, c'est tout ce qui est issu du réseau électrique 50 Hz. Et on a tout ce qui est haute fréquence, qui sont issus de nos systèmes de téléphonie d'applications sans fil, donc Wi-Fi, 4G, 5G, Bluetooth, etc. Donc, ces ondes artificielles haute fréquence vont altérer cette cytochrome C oxydase. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la mitochondrie? Ben, on va avoir beaucoup plus de fuite de ces électrons. Donc du coup, on va créer beaucoup plus de ROS, de Reactive Oxygen Species, et on va détériorer petit à petit nos mitochondries. Une mitochondrie qui fonctionne bien, pour moi, et ça c'est mon point de vue, et il est partagé par des experts, notamment par le docteur Douglas Wallace aux États-Unis. Une mitochondrie qui fonctionne bien,
il y a très peu de chances qu'on fasse de maladies de civilisation. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les maladies de civilisation qu'on connaît, que ce soit Alzheimer, Parkinson, les cancers, sont probablement dus à des maladies mitochondriales. Et ça, aujourd'hui, c'est beaucoup plus, ça commence à être de plus en plus démontré. Et pour expliquer un peu ce phénomène, parce que c'est très important quand on parle d'électromagnétisme, un bon fonctionnement mitochondrial, qu'est-ce que c'est? C'est, comme je le disais tout à l'heure, une quantité d'électrons suffisante, une bonne circulation de ces électrons à travers les différents cytochromes de la mitochondrie, et au final, une bonne oxydation de ces électrons. C'est-à-dire qu'il faut que ça s'oxyde. C'est qu'une machine, cette machine des mitochondries, elle doit cramer, ça doit être une chaudière sur laquelle on fournit énormément de charbon pour qu'elle produise énormément d'énergie. Et c'est cette énergie, là on est sur le domaine de la bioénergétique, qui va faire qu'on va produire beaucoup plus d'ATP, de monnaie énergétique, mais aussi par cette circulation d'électrons, on va produire beaucoup plus de champs magnétiques à l'intérieur de notre mitochondrie. Et ça, c'est important parce que le magnétisme est attractif. C'est-à-dire qu'on va avoir une capacité de cohérence dans notre système beaucoup plus importante quand l'électricité va circuler. Donc là, c'est la loi physique de Maxwell qui dit que plus on a d'électricité qui circule dans un courant, plus on va créer de champs magnétiques importants. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les réseaux 50 Hz de nos maisons. Sauf que cet électromagnétisme-là nous est délétère. Parce que c'est pas la même particularité que les ondes naturelles. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'à partir du moment où on oxyde mal notre mitochondrie, on va créer de la masse, on va créer de la synthèse en fait, qui va créer de la masse, qui va créer de la matière. Cette matière, ça va être quoi? Ça va être des tumeurs. Donc ça, on peut se retrouver dans des problématiques de cancer. Quand la mitochondrie fonctionne mal, on va avoir les substrats énergétiques liés à notre alimentation qui vont pas être cramés suffisamment dans la mitochondrie. Donc la conséquence, c'est que ces substrats énergétiques vont rester dans le sang. Ça va faire un niveau de glycémie de sucre dans le sang trop important. Ça va faire un cholestérol qui est mal utilisé, donc diabète, et probablement artérosclérose si on a une oxydation de ce cholestérol. Je veux dire que ça peut être, on utilise mal les nutriments qu'on ingère dû à cette déficience de production énergétique de mitochondries. Voilà, tout à fait. Ben, si tu veux, comme du coup la mitochondrie fonctionne mal, cette circulation d'électrons se fait mal, tu as une accumulation qui se fait des substrats énergétiques qui peuvent pas être cramés suffisamment bien dans la mitochondrie. Et jusqu'au processus critique où là, on a vraiment un dysfonctionnement mitochondrial fort, et ça, on retrouve dans les cas de cancer, où là, on va faire de la glycolyse anaérobie, parce que là, on crame dans les mitochondries grâce à l'oxygène. Et c'est ce qui va nous permettre de produire beaucoup d'ATP, produire à peu près 36 ou 38 molécules d'ATP. Euh, Par contre, quand ce dysfonctionnement s'opère, on a l'autre cycle qui est la glycolyse anaérobie, donc sans oxygène, et cette glycolyse anaérobie produit très très peu d'ATP. Donc ça, c'est l'effet Otto-Warburg qui était détecté, vu par Otto Warburg dans les années 1920. Et ça, aujourd'hui, dans tous les cas de cancer aujourd'hui, on remarque que l'ensemble de nos cellules fonctionnent davantage sur une glycolyse anaérobie, donc par l'effet Otto Warburg. Parce que la mitochondrie n'a plus du tout les capacités de cramer suffisamment ces substrats énergétiques pour pouvoir produire de l'énergie sous forme d'ATP suffisante. Donc, dans ces processus de dégradation de la mitochondrie, il y a une hormone qui est clé quand on parle d'électromagnétisme, c'est la mélatonine. Donc la mélatonine, la plupart d'entre nous, on sait que cette mélatonine, c'est l'hormone qu'on dit l'hormone du sommeil. Hein, c'est grâce à elle qu'on va trouver l'endormissement le soir, qu'on va avoir une nuit paisible, tranquille, qu'on va faire des beaux rêves, etc. Mais en fait, cette mélatonine n'est bien plus que ça, parce qu'elle est produite en partie, effectivement, par exemple kinéale, mais elle est surtout produite à l'intérieur de nos mitochondries, à 95%. Et elle est produite en journée par les rayonnements ultraviolets du soleil et les infrarouges.
Et cette mitochondrie, c'est elle qui va permettre à cette mélatonine, pardon, c'est elle qui va permettre de régénérer nos mitochondries la nuit. Parce que c'est elle qui va être l'antioxydant numéro un quand on va trop générer de stress oxydatif dans ce métabolisme énergétique. D'où l'importance de faire ce qu'il faut dans la journée pour avoir un bon sommeil. C'est Ouais, pas juste une routine, une hygiène du sommeil le soir, c'est tout ce qu'on fait, notre exposition lumineuse, etc. la journée, qui détermine aussi ça. Là, les gens, je pense, n'ont pas assez conscience de ça. exactement. Et Très pour, important, pour ouais. respecter le cycle circadien, etc. C'est très, très juste, très important ce que tu dis, parce qu'effectivement, on a tendance à penser qu'il suffit d'être dans l'obscurité le soir pour avoir une bonne synthèse de mélatonine. Donc ça, c'est vrai au niveau de la glande pinéale, c'est OK. Mais il faut aussi comprendre qu'elle est complètement axée sur les rythmes, comme tu dis, circadiens, donc les rythmes du jour aussi, parce que c'est en journée, via l'exposition à l'extérieur, les UV et les UF, qu'on va pouvoir synthétiser notre mélatonine au niveau de nos mitochondries. Et quand on reste à l'intérieur de nos logements, bah, on n'a pas accès à ces ondes lumineuses, parce que nos fenêtres nous coupent de ces UV et de ces infrarouges, en partie, mais en grande majorité. C'est-à-dire que les fenêtres qu'on utilise aujourd'hui, même depuis toujours, on peut dire, nous bloquent les rayonnements UV et infrarouges. Maintenant, on a Et ce qui est encore deux plus vitres, on a deux vitres avec le double vitrage, donc peut-être que ça augmente aussi et voilà, le problème. je l'ai bien dit, parce qu'aujourd'hui, on a des vitres qui ont des capacités isolantes thermiques beaucoup plus efficaces, mais plus ces technologies se développent et plus on se bloque des rayonnements naturels, ultraviolets et infrarouges. Donc c'est terrible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se coupe de ce qui est physiologiquement indispensable pour notre fonctionnement bioénergétique, qui sont la lumière du soleil, pour être confiné dans des intérieurs qui sont complètement isolés de ces rayonnements essentiels pour nous, et en plus parasité par des ondes électromagnétiques artificielles liées à nos réseaux 5G, Wi-Fi et réseaux électriques, qui endommagent nos mitochondries, qui utilisent donc du coup la mélatonine qu'on a très peu synthétisée finalement, parce qu'on n'était pas exposé à l'intérieur, qui utilise très fortement ces mitochondries pour gérer ce stress oxydatif, mais c'est pas suffisant. Et au bout d'un moment, la mitochondrie, elle peut plus supporter la charge. Donc, elle dysfonctionne vraiment. Et ça, ce problème de mélatonine, aujourd'hui, on a, si tu veux, les personnes qu'on appelle hyper-électrosensibles. Donc, ces personnes-là, c'est 5% de la population en France. C'est énorme. Et on en parle très peu. Aujourd'hui, les personnes les plus extrêmes, elles ne peuvent plus vivre en présence de champs électromagnétiques artificiels. C'est plus possible. J'en ai rencontré, c'est terrible de les voir, ces gens-là. C'est-à-dire que tu as des gens aujourd'hui, pour passer une nuit tranquille, ils sont obligés d'aller en forêt. T'imagines? Parce que c'est les seules zones où ils sont un minimum préservés des ondes électromagnétiques artificielles. Et chez ces personnes-là, qu'est-ce qu'on constate? Et ça, c'est les travaux de Dominique Belpomme, parce que lui, il a beaucoup investi dans comment définir les critères du personnel électrosensible. Donc, il y a des critères, il y a des critères biologiques qui ont été définis, des marqueurs biologiques. Et ce qui est constaté chez toutes les personnes hyper électrosensibles, c'est une chute drastique de cette mélatonine. Il n'y en a quasiment plus. Donc ça, c'est très très important qu'on comprend les rythmes circadiens et l'effet des saisons électromagnétiques. Et Être la mélatonine est vraiment centrale par rapport à tout ça, parce qu'elle est vraiment, pour moi, c'est l'hormone maîtresse, parce que derrière ça, il y a beaucoup d'autres choses qui en découlent. Ouais, justement, c'est l'hormone maîtresse, comme tu dis. Est-ce qu'on peut faire poser une minute sur la mélatonine, peut-être en particulier l'hiver, et du coup faire un parallèle avec la vitamine D? On entend partout, qu'on entend il faut supplémenter, il faut pas supplémenter. Je pense qu'on entend surtout il faut supplémenter. Ça a été en plus quelque chose qui a été très évoqué par rapport au Covid, l'impact d'une supplémentation en vitamine D pour ne pas tomber malade ou mieux guérir du Covid, etc. Je sais pas ton avis là-dessus. Moi, je suis très sceptique sur
d'une part la supplémentation en général et surtout sur la vitamine D, qui est pas une vitamine mais aussi une hormone du coup. Euh, et du coup, cet impact sur l'hiver, euh, est-ce que finalement, quand on pense à ce qu'on est à la base, on est fait pour suivre les saisons. Donc, on est fait pour avoir beaucoup de vitamine D en été, ou du moins, on va dire, 8 mois de l'année, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, et par contre, l'hiver, bah, finalement, on en avait très peu. Alors, même si, du coup, il y a des milliers d'années, les hommes et les femmes allaient plus dehors que nous en hiver. Donc, forcément, il y avait une certaine exposition lumineuse et le soleil. Est-ce que finalement, on ne doit pas respecter ce phénomène des saisons et le fait de ne pas s'exposer énormément au soleil en hiver, en tout cas de ne pas avoir beaucoup de synthèse de vitamine D, due à ce soleil qui n'est pas aussi fort en termes d'UV et qu'on s'expose moins aussi, Ouais. et que finalement, le fait qu'il y ait beaucoup plus de temps d'obscurité qu'on ne respecte pas forcément le soir, mais qui est important pour sécréter plus de mélatonine. Et finalement, notre vitamine D de l'été, c'est peut-être la mélatonine l'hiver, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène comme ça? Alors, je ne sais pas sur le phénomène particulier là que tu me décris, mais en tout cas, si tu veux, la vitamine D, c'est sûr qu'en hiver, tu as une période où tu vas pas pouvoir en synthétiser, parce que tu n'as pas de rayonnement ultraviolet de type B. Donc ça, c'est dans nos latitudes en France, tu as pendant 2 mois et demi, 3 mois, une impossibilité de synthétiser ta vitamine D. Mais on peut se poser la question, du coup, donc nous, bon, c'est vrai à notre latitude, mais dans des latitudes plus au nord, comment ça se passe pour ces personnes-là? Elles ont encore moins du bébé, et est-ce qu'elles sont réellement plus malades, plus en mauvaise santé que nous? Il s'avère que non, globalement. Même, c'est très souvent des personnes qui sont beaucoup plus métaboliquement efficaces, robustes. C'est génétique aussi, forcément, du coup. Ouais. Bien sûr qu'il y a des gènes qui rentrent en jeu. Mais pour revenir à cette vitamine D, aujourd'hui, il y a une tendance forte à utiliser de la complémentation, à se dire, bah voilà, là on est en hiver, il n'y a pas de rayonnement UVB, donc utilisez des compléments. Prenez votre petite gélule, ça ira bien. Mais en réalité, là, il y a une étude très intéressante qui est sortie en 2021 de Nature qui montre clairement que malgré le fait que tu aies un niveau de vitamine D, donc c'est la vitamine D 25 OHD dans le sang qui augmente, donc quand tu fais ton bilan sanguin, tu es content parce que effectivement, tu as un meilleur taux de vitamine D selon ton analyse biologique, mais les symptômes liés à un vrai gain en santé ne sont pas au rendez-vous. Pourquoi? Et ça, c'est très important de le comprendre, c'est que la vitamine D3 a besoin d'être sulfatée dans le soleil pour qu'elle soit soluble dans l'eau et qu'elle soit bioactive au niveau cellulaire. Donc, tu as beau prendre des compléments, tu vas avoir un beau taux sanguin qui va te satisfaire, mais en fait, ton niveau de santé ne va pas forcément s'améliorer. Ça va avoir un impact sur le transport du calcium. Donc, il va y avoir un petit effet bénéfique, mais en fait très très minime. Mm. Et ce qui permet à ta vitamine D d'être surtout active, c'est les rayonnements lumineux. Et ça, c'est pas un complément qui te l'apporte. Donc ça, c'est une notion très importante. Pour moi, les compléments, c'est poubelle, clairement. Et après, on revient sur la composante du froid. Parce que dans la nature, tout était équilibré. Si on a des saisons chaudes, on a aussi des saisons froides. Donc, moi, je me posais la question, je pense que la nature a quand même bien fait les choses dans notre univers, tu vois. Elle ne peut pas nous priver de quelque chose qui serait fondamental pour nous. C'est pas possible. T'as beau de dire que, alors, il y a l'idée de dire on stocke cette vitamine D. Donc ça se stocke dans notre tissu adipeux. C'est là où la vitamine D qu'on accumule pendant l'hiver se stocke.
Donc ça, c'est la première chose. On a cette capacité de stockage de la vitamine D qu'on utilise pendant les périodes de carence en hiver, à la condition de pouvoir bien utiliser notre tissu adipeux. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas la capacité de venir déstocker son tissu adipeux. Et qu'est-ce qui permet de déstocker correctement son tissu adipeux? C'est de se mettre au froid. Donc moi, je viens de l'expérience en mythique, où j'ai beaucoup pratiqué les bains froids. Et les bains froids permettent justement d'aller taper dans ce tissu actif, tissu adipeux brun, pour pouvoir utiliser beaucoup plus efficacement nos réserves de vitamine D. Ça, c'est une chose, et qui est assez connue dans la littérature scientifique. Par contre, moi, je vais t'évoquer un autre point qui, pour l'instant, il y a quelques chercheurs qui commencent à voir ces phénomènes-là. Au niveau cellulaire, on a des rayonnements ultraviolets qui sont émis par nos cellules au niveau de notre ADN. Donc, on a de la lumière qui sont émis par nos cellules. Donc ça, c'était déterminé par quelqu'un qui s'appelle Fritz Albert Popp, qui a su les montrer sur des machines, visualiser l'émission de biophotons au niveau cellulaire. Donc nos cellules, elles émettent des rayonnements ultraviolets, un spectre ultraviolet de type C. Aujourd'hui, il y a des hypothèses qui nous disent que cet ultraviolet-là, cette longueur d'onde-là, permet de sulfater des précurseurs du cholestérol pour fabriquer la vitamine D. Cette fabrication de vitamine D, tu ne vas pas pouvoir la visualiser au niveau de tes analyses sanguines. Ça va pas faire augmenter ton taux de vitamine D 25OH dans ton sang. Par contre, elle sera directement active dans ta cellule. Donc ça, c'est super intéressant. Ça voudrait dire que dans les périodes où il fait froid, en fait, ton système interne qui fournit des spectres ultraviolets te permettrait de créer ta vitamine D. Donc là, je te parle de quelque chose qui n'a pas encore été vraiment posé au niveau scientifique et clairement démontré. C'est des hypothèses fortes. Mais en tout cas, moi, j'y crois beaucoup parce que du coup, on retrouve un peu une cohérence, si tu veux, par rapport aux choses naturelles, au cycle des saisons, quoi. Et ce serait la limite aussi de l'analyse sanguine de la vitamine D qui serait pas forcément si pertinente que ça, quoi, Exactement. dans ce cas-là. Exactement. Et, cette étude est très intéressante parce qu'elle le montre très bien, d'ailleurs. Je reviens un instant sur le coup du froid, des bains froids, comme tu l'évoques. Euh, je pense que c'est un outil très intéressant. Alors, un outil, au final, on n'a pas besoin d'un outil technologique de bain froid super, voilà, super sophistiqué, etc., hein. Il suffit d'aller dehors en hiver, déjà, t'as ton froid, voir de se foutre dans la neige quand il y en a, etc. Exactement. Mais par contre, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément adapté à tout le monde. Ouais. Si tu es déjà quelqu'un qui a tendance à avoir froid facilement, frileux, les extrémités froides, voilà, tout le temps en train d'essayer de chercher la chaleur, le moindre froid, entre guillemets, c'est un inconfort insupportable. Là, il faut peut-être éviter. C'est pas un outil qui va être très efficace, qui va être contre-productif même. En tout cas, pendant cette période-là. Enfin, je dis cette période-là, c'est-à-dire une période où tu vas avoir un défaut métabolique, un défaut de tes mitochondries qui ne produisent pas suffisamment d'énergie et que ton système global ouais, c'est ça, ne te réchauffe pas suffisamment en fait. Donc, tu pars d'un stade où en fait tu es un peu voilà, épuisé d'un point de vue mitochondrial, quoi. Donc, c'est juste pour mettre Exact. un petit bémol que, encore une fois, c'est bien d'évoquer tout ce qui permet de faire de l'hormèse, mais c'est pas adapté à tout le monde. Mm. Pas juste. Bah là, on retrouve un peu la capacité adaptative et notamment la gestion de la balance redox au niveau de ta mitochondrie.
c'est que si tu as une mitochondrie qui fournit déjà beaucoup trop de stress oxydatif, tu vas pas avoir les phénomènes d'adaptation qui vont te permettre justement de t'adapter au froid. En fait, il faut comprendre que le stress oxydatif qui est produit par tes mitochondries, ce stress, donc les ROS, en fait, sont des molécules de signalisation qui vont activer certains facteurs de transcription au niveau génétique qui vont te permettre de t'adapter au froid. Par contre, un excès de stress oxydatif, eh ben, tu vas pas du tout avoir les mêmes effets. C'est-à-dire que tu vas pas solliciter ces voies d'adaptation, et là, ça va être délétère. Donc aujourd'hui, la grosse problématique du froid, c'est que c'est proposé à outrance dans les concepts Wim Hof où tout le monde se baigne dans des bains de glace, alors que les gens sont absolument pas préparés à ça et on ne connaît pas du tout leur état de stress global et leur état de santé au niveau notamment des surrénales. Et ça, je suis d'accord avec Il n'y a toi, pas de c'est il y a pas de complètement. progressivité en plus dans l'approche, ouais. Et ouais, il y a complètement de la progressivité. Alors, une personne qui aujourd'hui a une problématique d'adaptation au froid, il faut qu'elle commence très léger. C'est juste enlever une couche de vêtements et aller dehors, au lieu de mettre une écharpe. Voilà, enlever juste son écharpe. Commencer simplement comme ça, y aller petit à petit. Et ça ne se fera pas forcément sur une saison, parce qu'il y a aussi cette notion où on veut des résultats tout de suite. Mais en fait, les résultats, ils commencent à vraiment apparaître 2, 3 ans. Ça met du temps, tout ça. Ouais. Et ça dépend vraiment de la capacité des tempéraments des personnes. Moi, si tu veux, dans mon tempérament, je suis ce qu'on appelle un neuroarthritique en naturopathie. Donc, je suis plus sur une tendance où j'ai un système nerveux fragile. C'est ma tendance, c'est ma nature qui est comme ça. Moi, les bains froids, les premiers que j'ai faits, ça m'a été délétère. J'ai adoré les faire parce que je me suis reconnecté à la nature dans les moments où j'en avais besoin. Donc, ça m'a apporté énormément de choses. Mais je me suis cramé. Euh, je me suis cramé. Au début, tu as un shoot d'adrénaline, tu te dis ouais, c'est top, la dopamine à fond, tu te dis ouais, c'est génial les bains froids. Le lendemain matin, tu es crevé, t'en Sur peux le coup, plus. tu te sens toujours bien, mais après, Ouais, par contre, et c'est ça. Et là, quelles le ont vrai quelles intérêt ont de été les l'en reste, conséquences? Quelles ont été les conséquences du coup de ça? bon, tu te crames, tu es fatigué pendant 3 jours, après tu en remets. Ouais, j'étais pas non plus dans un état de fragilité surrénalienne extrême. Donc, tu vois, il y a un chemin, il y a un chemin de régénération qui peut s'opérer. Mais une personne qui a un burn-out, qui a les céréales à plat, c'est quelque chose à pas faire, hein, bien évidemment. L'adaptation, voilà, doit se faire petit à petit, ça prend du temps. Moi, je sais qu'au 2 ou 3 ans, alors, bon, je pratique beaucoup moins qu'avant, mais là, je me sens beaucoup plus adapté au froid. Des fois, je me surprends à faire des bains froids, à me sentir finalement, ça va. Je ressens pas de problématique. Je me sens bien et c'est continu, l'énergie est là, le lendemain, elle est toujours là. Enfin, tu vois, c'est pas la même démarche. Par contre, pratiquer des douches froides, c'est pas mon truc. Ce contact-là, j'aime pas. Le contact à la nature, parce que tu sais, en nature, il y a toujours, encore, on revient toujours sur cette base électromagnétique. C'est qu'en nature, quand tu te baignes en bain froid, tu chopes tous les électrons de l'univers aquatique et même les champs magnétiques terrestres. Tout ça, ça a un effet dans ton système qui est vraiment très intéressant. Ouais. On peut Euh, sortir la mitochondrie puis remonter un peu plus loin si on parle de stress et des ondes électromagnétiques. ouais. Se On peut bien recentrer sur aborder les ça. ondes, je pense. Ouais. Ouais. On peut remonter ça au niveau impact cellulaire, si tu veux. Parce qu'on a partie de la mitochondrie, elle est à l'intérieur de nos cellules. Après, on a nos cellules qui sont aussi fortement impactées par les ondes artificielles. Et ça génère un stress fort. Pourquoi? Parce que au niveau de nos membranes de nos cellules, on a ce qu'on appelle un canal ionique, enfin des canaux ioniques, qui permettent de transférer des ions entre le milieu extracellulaire et intracellulaire. Ces canaux ioniques, notamment un qu'on appelle le canot calcique, il est extrêmement sensible au rayonnement électromagnétique artificiel. En fait, en présence de rayonnement électromagnétique artificiel, ce canot calcique va se surexciter. Tu vas avoir une surexcitation de ce canot calcique qui va faire pénétrer en masse des ondes calcium à l'intérieur de ta cellule. La grosse problématique de ça, c'est que ça va créer, encore une fois, des ROS. Donc, tu en as deux qui vont être créés, qui est le superoxyde et l'oxyde nitrique. Et les deux combinés vont créer le peroxyde nitrique, qui est un radical libre qui est extrêmement dommageable. Il est extrêmement nocif. Il est très très bien étudié.
ce radical libre-là. C'est un radical libre qui va générer des problèmes au niveau de notre ADN. Euh, et ça va générer finalement de l'inflammation, globalement, dans notre système, notamment ce qu'on appelle l'inflammation de bas niveau, qui va être en permanence augmentée par le stress oxydatif. En fait, on rentre un peu dans une boucle vicieuse, là, tu vois. Donc, on se génère de l'inflammation, donc du surstress pour notre organisme, une montée de cortisol forte. Et cette pénétration donc calcium va aussi déréguler euh, le- l'équilibre au niveau neuronal entre le GABA et le glutamate. Hmm. Au niveau de notre système nerveux, si tu veux, tu as le GABA qui permet justement de s'apaiser et le glutamate qui est plutôt un excitateur. Et en fait, cet excès d'ion calcium à l'intérieur de nos cellules va favoriser la voie du glutamate. Donc, on va avoir un état cérébral de surexcitation. Comme si on n'arrivait jamais à trouver vraiment un apaisement. Et ça, Dans on le peut tous un peu parasympathique. ressentir. Voilà. Ça va suractiver le parasympathique, l'orthosympathique. Euh, et ça, on peut tous le sentir à un moment donné, si on est trop exposé à des rayonnements artificiels, on se sent pas bien, on est un peu trop excité, un peu tendu, un peu d'anxiété. On n'arrive pas facilement à rebasculer dans un état de calme. Donc, il y a cette dérégulation qui se passe par ces canaux classiques qui sont surexcités par les ondes électromagnétiques. Ça, c'est un phénomène très, très bien étudié, encore une fois. Et, euh, et du coup, là, on voit qu'on atteint le système nerveux. Et cette atteinte du système nerveux, donc on va déséquilibrer le sympathique et l'orthosympathique. On va se sentir beaucoup plus excité. On va avoir moins une capacité de se régénérer. Et ce système nerveux, il est aussi très sollicité par le Wi-Fi. Et notamment la balise du 10 Hz, parce qu'en fait, notre box Wi-Fi, elle balance en permanence une fréquence de 10 Hz pour pouvoir signaler sa présence. C'est quand tu ouvres ton téléphone et quand tu vois les réseaux Wi-Fi qui apparaissent sur ton téléphone, ça vient de cette balise qui balance du 10 Hz en permanence. Et ce J'ai 10 vu, Hz j'ai vu passer ça sur les réseaux il y a pas longtemps là. Le gars disait que le Wi-Fi c'était du GHz machin, et tout le monde était là, what the fuck, tu racontes n'importe quoi. En fait, il faut préciser que c'est pas la fréquence émise par l'OPI directement, c'est juste une fréquence en plus qui fait tout à fait. qu'on peut détecter le réseau. Ouais. Et cette fréquence balise, sur le Wi-Fi, tu as deux fréquences qui est le 2,4 GHz et le 5 GHz. Donc, tu as deux fréquences qui sont utilisées pour le Wi-Fi. Après, tu as aussi le signal de balise, le signal de balise de 10 Hz. Et ce signal de balise de 10 Hz correspond à deux choses dans notre système. Déjà, c'est la fréquence exacte de notre système nerveux. Notre système nerveux, en tant qu'entité système nerveux, a une fréquence de fonctionnement de 10 Hz. Ce 10 Hz aussi correspond à la plage de nos ondes alpha dans le cerveau qui Ouais. permettent de se calmer, s'apaiser et rentrer plus profondément dans les ondes delta, qui sont vraiment les ondes de sommeil paradoxal. Ouais. Donc, ce signal de balise de 10 Hertz, il impacte notre système nerveux et il dérégule, encore une fois, le système sympathique et parasympathique et nous empêche de trouver le sommeil profond. Mais ce signal, Euh, il est pas émis en permanence par les box. Normalement, c'est que quand tu actives la fonction de détection, ou c'est tout le temps. Je sais plus comment ça non, fonctionne. Ouais. non, 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 c'est ta box qui émet à chaque fois. C'est comme si elle dit je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. À partir du moment où tu l'éteins pas, elle va émettre en permanence son 10 Hertz. Il faut l'éteindre pour plus avoir de signal. C'est juste le signal qui dit, voilà, ma présence, que tu l'as. Donc ça, c'est très important de comprendre cette fréquence de 10 Hertz. Et globalement, effectivement, par exemple, quand on prend un smartphone, sur un smartphone, on a différentes fréquences qui vont pas forcément impacter les gens de la même manière. Et ça dépend des personnes et de leur propre système ondulatoire.
je m'explique par rapport à ça, et ça explique beaucoup de choses par rapport aux personnes qui sont électrosensibles. Parce qu'on pourrait se dire, OK, on vit dans le même environnement, toi et moi, on partage les mêmes réseaux, on est dans la même pollution électromagnétique, et par contre, toi, tu es sensible et moi, je ne le suis pas. Comment ça se fait? Ben, parce que chacun a son propre système ondulatoire. Donc, on est tous uniques, on a tous notre propre signature électromagnétique. C'est cette signature électromagnétique qui va rentrer en résonance avec une fréquence particulière de notre environnement. Donc, ça peut être différentes fréquences. Quand on prend par exemple le téléphone portable, tu as toutes les fréquences qui sont émises par la 3G, 4G, 5G. Donc, il y a toutes des bandes de fréquences différentes. Donc, une personne pourrait être sensible à la 5G, par exemple, et pas être sensible à la 3G. C'est possible. Elle pourrait être sensible à la porteuse, parce que ton signal électromagnétique, pour qu'il soit propagé, il faut qu'il ait une porteuse. Et cette porteuse a sa propre fréquence électromagnétique. Par exemple, la fréquence de la porteuse des téléphones portables, elle est de 217 Hz. Donc, certaines personnes pourraient être sensibles à la fréquence de cette porteuse. Par exemple, ce 217 Hz, c'est la fréquence qui déclenche le phénomène d'essaimage sur les ruches des abeilles. Donc, on sait, hein, ça a été démontré, hein, quand au moment où tu mets ton téléphone connecté près d'une ruche, bah, il y a un ordre d'essaimage, la ruche est informée, c'est comme si elle était en alerte, qu'elle puisse déplacer son essaim ailleurs, parce qu'elle sent un danger. Donc, c'est pas qu'elle est sensible à la 4G, mais elle est sensible à la porteuse de 217 Hz. Qu'est-ce que c'est cette émission de 117? Là, j'ai pas bien compris au niveau du téléphone. Qu'est-ce que Excuse-moi, c'est j'ai pas cette compris. émission de 117 Hz là, au niveau du téléphone? Alors, ça, c'est l'émission de la porteuse. Ouais. Si tu veux, pour transmettre ton information, qui est la 4G, 5G, c'est de l'information, il faut une porteuse. La porteuse porte le signal, en fait. Ok. Euh, et globalement, c'est très intéressant de parler des abeilles, parce que les abeilles, elles sont très, très sensibles. Sur tout ce qui est de l'ordre du vivant, contact Voilà. avec voilà, tout le monde, tout le monde est sensible de toute façon aux ondes électromagnétiques. Mais les abeilles, elles sont importantes parce qu'elles nous informent de quelque chose. On a aujourd'hui ce qu'on appelle le syndrome d'effondrement des colonies, qui sont fortement étudiés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des abeilles qui disparaissent, voilà, qui s'effondrent en fait. Les colonies s'effondrent. Et il y a les abeilles qui n'arrivent plus à retrouver le chemin de retour vers leur essaim. Parce qu'il y a tellement de pollution dans l'environnement électromagnétique qu'elles, elles peuvent pas retrouver, parce elles ont des antennes, elles captent hein, les ondes électromagnétiques, c'est ce qui permet de leur guider. Hein. Pourquoi elle arrive très facilement à retrouver le retour dans l'essaim c'est elle est guidée, elle sait, elle connaît son environnement, et c'est des ondes électromagnétiques qui la guident. Sauf que il y a tellement de pollution, d'électrosmog dans notre environnement, elles n'arrivent pas à retrouver le chemin de retour vers leur essaim. Et on a des colonies d'abeilles qui s'effondrent complètement à cause de ça. Et ça, c'était montré, et je l'explique un peu j'ai écrit un e-book, Le vivant sous tension, où j'explique ces phénomènes-là. Tu as Marconi. Marconi, c'est la première personne qui a émis le premier signal haute fréquence pour la communication radio. C'était dans les années 1900, en 1906 exactement, il a émis le premier signal à longue distance. Pour faire ça, il s'est mis sur une île en Angleterre qui s'appelle l'île de White, où il y avait beaucoup de microcosmes et beaucoup d'abeilles. À partir du moment où il a fait ses essais, parce qu'il utilisait des grandes antennes qui dégageaient énormément de fréquences pulsées haute fréquence, il y a eu énormément de colonies d'abeilles qui se sont effondrées sur cette île. Donc il y a des gens qui ont essayé de comprendre un peu ces phénomènes-là. Et ils ont vu que cette île était déserte en population d'insectes et d'abeilles. Marconi, il faut savoir que lui, il a fait 6 crises cardiaques en faisant ses tests. Il est mort au bout de la septième, je crois. Sa femme, elle a fait je sais pas combien de fausses couches. C'était quelqu'un qui avait des gros problématiques de santé. Comme toutes les personnes qui ont commencé à travailler proche des premiers phénomènes électriques, comme notamment Edison. Edison était diabétique. Paul Graham, qui a inventé le téléphone, était diabétique. Donc toutes ces personnes-là, à un moment donné, ont eu des problèmes métaboliques au contact de l'électricité.
Les premières personnes aussi qui ont commencé à travailler en électrothérapie, parce que quand on a commencé à déployer l'électricité, avant, à l'ancienne, tu sais, on faisait des saignées pour soigner les gens, mais dès qu'on a trouvé l'électricité, bon, on remettait des châtaignes pour pouvoir un peu solliciter le système biologique. On essayait de soigner par électrothérapie. Donc ça fonctionnait plus ou moins bien, plutôt mal que bien. Mais il y a des personnes, notamment tu as le docteur Margaret Abigail, qui a écrit un livre de témoignages très fort. Donc pareil, on est dans les années 1900. Elle soignait par électrothérapie, mais au bout d'un moment, elle est tombée malade pour de soigner les gens par électrothérapie, parce qu'elle était toujours en contact avec l'électricité. Et elle a développé des symptômes qui sont les symptômes d'aujourd'hui des personnes dites hyper électrosensibles. Donc c'est très intéressant, parce qu'elle témoigne de tout ça dans un ouvrage qui est disponible sur Gallica. J'en parle aussi dans ce livre-là. Et en fait, tu t'aperçois dans l'histoire qu'à partir du moment où on a commencé à implanter des rayonnements électromagnétiques artificiels, il y a eu l'émergence de grandes maladies qui sont apparues. 1889, distribution du courant alternatif à grande échelle, apparition de la grippe russe à l'échelle mondiale, 1 million de morts. 1918, développement des radiofréquences. Il y a eu une autre grippe, c'est la grippe espagnole, qui a fait je ne sais pas combien de morts, mais c'était démentiel. Donc, à partir du moment où on a un développement technologique, le corps perd sa capacité d'adaptation. C'est-à-dire que nous, on est des vraies machines à pouvoir s'adapter à ces ondes électromagnétiques parce que ça fait partie de notre fonctionnement. Quand on prend un fonctionnement naturel, on doit aussi s'adapter à ces radiations-là, issues de notre environnement. Parce qu'elles changent, elles sont aléatoires, ces radiations. Elles ne sont pas tout le temps constantes. On a les rayonnements, par exemple, du solaire. On a un cycle solaire de 11 ans et on sait qu'au bout du cycle solaire, on a beaucoup plus d'émissions de champs électromagnétiques, de l'ordre de 20% supérieur. Et on sait, dans les traditions anciennes, et ça c'est les anciens qui nous le disent, c'est que selon ces cycles solaires, ils savaient définir à l'avance les épidémies ou les grippes, ou en tout cas les grands problématiques de santé qu'ils pouvaient avoir à l'échelle mondiale. Ils savaient ça, que ça allait arriver en fonction du cycle solaire. Parce qu'ils avaient l'habitude d'observer les cycles naturels. Nous, ça, on a complètement perdu. Et aujourd'hui, euh, on a des grippes qui sont complètement aléatoires. En hiver, pourquoi en hiver? Parce qu'on s'isole des ondes électromagnétiques naturelles, on se met dans des environnements complètement artificiels, soumis à la lumière bleue isolée. Donc, on a des phénomènes de grippe qu'on croit que ça vient parce que notre système immunitaire est en baisse, parce que, oui, certes, mais parce que il fait froid, etc. Conséquences. Ouais. Mais en fait, c'est beaucoup lié à ces fréquences artificielles qui complètement, qui met en stress notre système finalement. Donc ces phénomènes cycliques sont très importants parce que cette adaptation qu'on avait dans le cycle naturel, c'était hermétique finalement. C'est-à-dire qu'on avait effectivement des moments où on avait une expansion du champ électromagnétique de 20% qui créait plus ou moins une capacité d'adaptation aléatoire en fonction des gens. Donc les gens qui n'avaient pas la capacité de s'adapter faisaient des petits symptômes, des maladies, voire peut-être des maladies un peu plus graves. Et après, tu avais cette régulation d'une certaine manière, cette adaptation de notre système à nous renforcer pour pouvoir justement améliorer notre capacité d'adaptation vis-à-vis de ces phénomènes. Mais aujourd'hui, on a complètement perdu ça parce qu'on est complètement dans un niveau déconnecté de l'environnement naturel et soumis à des rayonnements artificiels de nature complètement incohérente avec notre système. Bon, on pourrait en parler des heures de tout ça, hein, effectivement. Euh, mais je Ouais, il y pense a que, beaucoup de choses à dire. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais je pense Mm. que on peut essayer de voir à donner des petites actions concrètes aux gens pour se resynchroniser un peu avec tout le phénomène naturel, à la fois de lumière et d'onde, et réduire un peu la partie artificielle qui peut être néfaste, sans partir sur aller Ouais, vivre en forêt toute l'année, quoi. Je veux dire, enfin, sûr. voilà, s'adapter quand même à notre mode de vie moderne. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Ce mode, il est présent, donc il faut faire avec. Il faut savoir s'en prémunir au maximum que l'on puisse.
Donc là, c'est à chacun de faire le nécessaire à son échelle. Alors, si on parle de solutions, les solutions, elles sont de deux ordres. Ça va être bloquer intelligemment l'artificiel et favoriser le contact aux ondes électromagnétiques naturelles. Pour moi, c'est vraiment les deux aspects sur lesquels il faut avoir une hygiène électromagnétique. Donc, bloquer intelligemment l'artificiel, ben, ça va être couper au maximum tous les rayonnements électromagnétiques dans notre environnement proche, c'est-à-dire tout ce sur quoi on peut réellement agir. Donc, typiquement, ça va être le Wi-Fi à la maison. Donc, le Wi-Fi, au minima, le couper le soir. Aujourd'hui, c'est très facile. Tu as des applications sur les box où tu as un planificateur intégré où tu peux mettre des zones, tu coupes ton Wi-Fi. Donc, tu peux planifier sur ta box un planning de coupure de Wi-Fi. Tu peux installer une prise programmable sur ta box. Donc là, c'est pareil, tu la programmes dans les zones nocturnes pour la période de sommeil, où tu as des petites télécommandes que tu peux activer qui te coupent directement l'électricité à la source. Donc ça, c'est des choses qui sont Regardez, très faciles. j'ai j'ai regardé sur ma box, du coup, j'ai un Ouais, bouton dessus qui active et désactive le Wi-Fi. Donc du coup, j'ai pas le paramétrage sur, tu sais, quand tu rentres dans la box là sur ouais. Internet. Et du coup, j'ai un bouton physique D'accord. dessus. Ouais. Pratique, quoi. Euh, ce qui est vraiment important, c'est surtout, bon, en journée, on peut être catabolique, on peut être dans des environnements perturbés. De toute façon, on n'a pas trop le choix. À partir du moment où tu sors à l'extérieur, tu es forcément confronté. Donc, une fois que tu es à l'intérieur de chez toi, il est vraiment important d'avoir une hygiène électromagnétique pour venir compenser un peu ce que tu peux avoir comme perturbation électromagnétique dans ta journée. Très important la nuit, très important la chambre. C'est vraiment le lieu où ça doit être un sanctuaire qui soit à maximum sans ondes électromagnétiques, parce que la nuit, c'est la période où on va se régénérer. Donc, il est très important, encore une fois, notamment de préserver notre mélatonine. Et ça se prépare en amont du sommeil par le blocage des rayonnements bleus isolés. Donc, on n'en a pas trop parlé de ça, mais une onde artificielle extrêmement nocive aujourd'hui, c'est la lumière bleue le soir. Parce qu'on a un pic de lumière bleue qui est à 480 nanomètres, qui vient impacter directement les hyper-RGC au niveau de notre rétine et qui vont libérer la CTH et du cortisol dans notre organisme. Donc le cortisol est très très important le matin quand on se réveille pour être dans une énergie dynamisée, énergisée. Ça c'est important et physiologique le matin. Par contre, le soir, c'est nocif. Donc, il faut couper cette lumière bleue, surtout aujourd'hui où on a nos éclairages principalement de type LED. Donc là, on a des bloqueurs de lumière bleue qui existent, qui coupent ce spectre-là, donc apporter le soir à la tombée de la nuit. Donc, ne pas faire comme certains font, où ils utilisent des bloqueurs bleus la journée, avec les teintes jaunes, pour se couper du bleu des écrans. Mais en se coupant des bleus des écrans, elles se coupent aussi de la lumière bleue utile pour leur physiologie, parce qu'en journée, on a besoin de bleu. Et elles se coupent aussi, surtout, des rayonnements ultraviolets. Donc aujourd'hui, toute la tendance lunetterie à avoir des filtres par les grands fabricants, qui sont les filtres anti-lumière bleue qu'on utilise pour travailler en bureautique, ça, euh, c'est du bullshit parce qu'elle ne coupe pas le spectre nocif et en plus elle coupe tous les rayonnements qui sont bénéfiques pour notre santé. Donc la journée, pour compenser ces effets-là, c'est prendre un maximum Je l'ai la dessus. lumière. Tu as des reflets, des J'ai anti-reflets ou bah, j'ai les deux? filtre anti-lumière bleue, mais comme tu dis, à mon avis, c'est un truc très, très léger et qui coupe les mauvaises émissions, quoi. Ouais. C'est la grosse problématique, c'est que ça va te couper une partie du spectre bleu, mais ça va pas te couper la partie qui est vraiment problématique, qui est à 480 nanomètres à peu près.
Donc, ça a des conséquences où toi, bah, tu bénéficies pas dans ta journée de cette onde électromagnétique du spectre bleu pour solliciter toute ta physiologie, notamment la CPH, le cortisol et bien d'autres choses encore. Et en plus, ça te coupe des rayonnements ultraviolets. C'est vrai qu'on ne te le dit pas quand tu achètes ces lunettes. Euh, ou si on te le dit, mais pas bon. En tout cas, ces rayonnements ultraviolets ils sont extrêmement importants, comme la lumière bleue en journée. Le soir, par contre, le bleu isolé, il faut un maximum s'en préserver. Tout ça encore revient sur le fait de laisser pénétrer les rayonnements solaires UV-IF, bloquer les rayonnements bleus le soir pour préserver notre fameuse mélatonine. Donc ça, c'est très très important à comprendre. Donc, au niveau des solutions, on a parlé du Wi-Fi, je parle des lunettes qui bloquent le spectre bleu le soir. Et globalement, aussi, il faut faire très attention aux ondes électromagnétiques du réseau électrique, dont on parle très peu en fait, parce qu'on s'attache énormément aux ondes haute fréquence, mais sans trop se préoccuper des rayonnements électromagnétiques 50 Hz. Nos maisons aujourd'hui, la plupart de nos appareils domestiques, et on a de moins en moins de prises de terre dessus. On prend par exemple les téléphones, les ordinateurs portables, beaucoup n'ont pas de prise de terre. Donc du coup, à partir du moment où ils sont en charge et où on est connecté dessus, ben, ils dégagent des rayonnements électromagnétiques qui se choquent en permanence. Et c'est pareil dans notre réseau électrique. Et le réseau électrique, il émane un champ électromagnétique assez important. Là, ce qui compte beaucoup, c'est la loi du carré inverse de Newton. C'est plus on va s'en éloigner de ces sources-là, moins ça va nous impacter. Les grosses problématiques du réseau électrique, c'est qu'on est en contact à peu près à une distance de 1 mètre environ. Donc, en gros, ça veut dire que quand on est, si on prend la chambre à coucher, par exemple, on a des appareils qui sont branchés, bon, notamment très classiquement la lampe de chevet, et peut-être des fois un radio-réveil. Aujourd'hui, on a plus tendance à utiliser le smartphone, mais on a aussi très souvent le passage de câbles dans le mur. Comme ça, on voit pas, c'est pas visible. Et ce passage de câble, la problématique, c'est que par moment, il est situé très proche de la tête et il peut impacter fortement le sommeil. Bon, ça, c'est des cas que je constate parce que une de mes activités, c'est de faire des diagnostics chez les gens. Donc, pour les personnes qui veulent connaître un peu leur niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques, moi, j'ai des appareils spécifiques pour mesurer ces rayonnements-là. Et ça, c'est des choses que je vois très fréquemment, c'est le passage de câble au niveau de la tête de lit. Donc ça, pour les personnes qui veulent savoir s'ils sont concernés, ils peuvent acheter un petit stylo-testeur. Très simple, ça coûte 15 euros. Ça se trouve très facilement. Et c'est un stylo qui bip lorsqu'elle va détecter un champ électrique. Donc c'est très basique, hein, ça clignote, ça met à faire du bruit à clignoter quand il y a un champ électrique. Donc s'il s'avère qu'au niveau de la tête de lit, il y a ce champ électrique, il faut soit orienter le lit différemment pour pas être soumis à ce champ électrique, ou soit simplement couper le disjoncteur de la chambre, au moins, pour pas qu'on soit soumis à ces champs électriques perturbants. Ensuite, tu as t'as la lampe de chevet. La lampe de chevet, elle n'est jamais reliée à la Terre. Et en fonction de l'orientation de ta prise de ta lampe de chevet, elle va émettre plus ou moins de rayonnement. En plus, une lampe de chevet, qu'est-ce que c'est? C'est une antenne, hein. C'est un fil métallique long qui dégage de la lumière, en plus de la lumière bleue hyper nocive. Donc ça dégage par son rayonnement des champs fortement perturbants, surtout s'ils sont mal connectés. Si tu ne connectes pas phase-phase, tu fais phase neutre, tu vas avoir un problème. Donc là, l'idée, c'est soit on éloigne sa lampe de chevet au maximum, donc une distance au moins d'1 mètre, au minimum, ou soit on peut utiliser une lampe tactile que tu recharges sur le réseau, donc qui est sur batterie par exemple. Donc tu la recharges une fois et puis celle-ci, elle a un courant continu. Donc le courant continu, comme je l'exposais en introduction, c'est pas un courant qui est nocif, donc il ne va pas poser de problème de rayonnement très fort. Après, tu as d'autres technologies où tu as carrément des lampes blindées qui sont complètement isolées et qui n'émettent aucun champ électromagnétique. Si on prend l'exemple de la lampe de chevet, quand elle Ouais. n'est pas en marche, du coup, il y a quand même une certaine émission. L'interrupteur est censé couper, mais comme elle est quand même reliée, Alors, elle est
tout à fait, tu as tout à fait raison. Comme elle est toujours liée, elle émet un champ électromagnétique, même très important. Le fait qu'elle soit allumée ou éteinte, ça change pas grand-chose. Bien sûr, ça serait un peu plus fort quand c'est allumé, Une mais finalement, orientation même par si contre. l'électricité. Ouais. Alors par contre, oui, parce qu'on a sur nos lampes, on a un interrupteur unipolaire qui va couper simplement la phase et pas phase neutre. Hmm. C'est ça qui fait la grande différence. Ouais. Donc après, on peut équiper ces prises par un interrupteur bipolaire. Tu sais, c'est des petites prises que tu trouves en magasin de bricots, avec un interrupteur bipolaire, là, rouge, sur ta prise. Donc ça, tu le branches à ta prise murale et tu viens connecter dessus ta Hmm. lampe de chevet. Mais ta lampe de chevet, dans ce cas-là, tu l'éteins au niveau de ta prise et pas via l'interrupteur. Donc là, tu es sûr de couper phase et neutre et de ne pas être soumis à ces champs électromagnétiques. Autant peut-être plus être sûr que t'es branché dans le bon sens, plutôt que de faire un système comme ça qui est un peu plus complexe peut-être. Exactement. Ouais. Exactement. Donc ça, c'est des astuces qui sont très très basiques, mais qui sont indispensables parce que l'idée, c'est vraiment voilà, de faire de la chambre un lieu de régénération Ouais. pour la nuit. Je reviens juste Après, sur l'orientation du lit, là, la ouais, tête du lit. On a toujours entendu parler il faut être orienté vers le nord ouais, pour bien dormir. Qu'est-ce qu'il en est de ça? ouais. Alors oui, il y a une importance. Il y a une importance parce que tu es orienté en fonction du champ magnétique terrestre. Hmm. Donc ça va avoir forcément une influence sur ton équilibre bioélectromagnétique. Ça, c'est sûr. Moi, je fais beaucoup, enfin, je m'intéresse énormément à l'électroculture, c'est-à-dire que je cultive mon potager via les courants naturels, champs électriques et champs magnétiques. Et dans ton potager, quand tu orientes ton jardin nord-sud, tu as de bien meilleurs résultats quand tu es orienté au niveau, dans l'orientation du champ magnétique terrestre sur la pelouse de tes cultures. Donc pour nous, l'être humain, c'est pareil. Il y a fortement une influence sur notre contact au champ magnétique terrestre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on pratique le earthing, et ça fait partie des solutions. Le earthing, le vrai earthing, celui de se connecter pieds nus à la Terre. Non seulement parce que tu vas capter des électrons du sol, mais aussi parce que tu captes le champ magnétique terrestre. Ça, c'est très important. Et là, on revient dans les solutions pour se connecter au champ naturel. Euh, les solutions, bah, c'est un maximum d'exposition au spectre naturel, donc que ce soit le spectre lumineux du soleil. La première chose à faire le matin quand on se lève, le réflexe à avoir, c'est on va pas allumer son smartphone, on va pas non plus allumer l'interrupteur et se balancer la lumière bleue isolée. C'est quoi qu'il arrive et dans n'importe quelle situation où il fait nuit, froid, peu importe, on ouvre la fenêtre et on va capter avec notre rétine la lumière naturelle. Parce que là, ce qu'on va capter surtout, c'est de l'information qui va être euh, très cohérente avec notre physiologie. Donc la première info, il faut être sensible à la première info qu'on donne à notre corps le matin. Ce réflexe-là, déjà, il change ta journée parce que tu informes ton corps de la bonne manière. Déclenche bien le début de la journée et donc du rythme circadien avec je ne sais plus combien d'heures il y a entre le début et justement la fin, l'endormissement qui est censé être. Ouais, Mais ça exactement. synchronise mieux du coup. Ouais. Exactement. Et ça, c'est un élément qui est tout simple, mais vraiment efficace. Quand on le met dans une routine, il ne faut pas le faire de temps en temps quand on y pense, c'est vraiment dans une routine, dans le Ah ouais, quotidien. ouais. Puis même, on sent la différence, on sent que, hop, on a la montée de cortisol, on commence à être un peu plus énergique. Moi, je conseille toujours en accompagnement d'attendre pour les personnes qui aiment bien prendre un café le matin. C'est de pas que ce soit leur premier réflexe. Leur premier réflexe, c'est ouvre la fenêtre et va faire monter, va solliciter ton cortisol par les rayonnements lumineux naturels. Au contraire, le café servira à rien à ce moment-là. Exact. C'est complètement. C'est à l'heure, en fait. C'est complètement à l'heure. Et en journée, eh ben, il faut s'exposer, même si on est dans des conditions où on a un travail, on est dans des bâtiments, où on est cloisonné. On a quand même des pauses dans la journée. On a des pauses le matin, une pause à midi. On peut, pendant ces temps de pause, au maximum, aller prendre l'air, et ne serait-ce que 5 minutes.
simplement s'exposer et s'exposer, si on a des lunettes, enlever nos lunettes déjà, et exposer nos yeux à la lumière du jour. Et si on a la possibilité aussi en journée, même s'il fait froid encore une fois, parce que comme on l'a dit aussi tout à l'heure, le froid compense le manque de soleil qu'on pourrait avoir et le manque d'infrarouge en été, il va essayer au maximum d'ouvrir les fenêtres, parce que les fenêtres, elles bloquent les rayonnements naturels UV, IF. Donc si on a un bureau, bah, de temps en temps, voilà, on ouvre la fenêtre. Donc ça, c'est des choses importantes. Il Comme, faudrait s'exposer le corps aussi, pas juste le visage, quoi. Bon, oui, quand il mais fait oui, froid, c'est plus problématique, c'est sûr. voilà, c'est ça. C'est la problématique du froid. Bon, déjà, si on s'expose le visage, surtout l'information qu'on donne à notre rétine est intéressante, mais après, notre peau aussi est équipée de capteurs pour justement voilà, capter ces ondes naturelles. Et ensuite, solution naturelle, il y a la pratique du puffing, donc non seulement pour capter les électrons, mais aussi pour capter le champ magnétique terrestre. Euh, Aujourd'hui, la problématique des immeubles, par exemple, qu'on est en ville, on est souvent en étage, on va pas être en contact avec le champ magnétique terrestre, on perd ce contact-là, et encore moins avec les électrons. Donc tout ça, c'est c'est des vraies solutions qui sont jamais forcément évidentes à mettre en place, surtout pratiquer le hopping, c'est-à-dire se mettre pieds nus et trouver un bout d'herbe. Voilà, c'est pas forcément une pratique en son quotidien à mettre en place. Mais quoi qu'il en soit, moi quand même, je me pousse un maximum à faire ça. C'est le béton qui pose problème aussi. C'est la Le béton matière pose énorme, béton qui pose bien problème sûr. aussi. Ouais. Le Puis on béton, pourrait se dire, de toute façon, même si on est à un étage 10, on est toujours connecté à la Terre. On n'est pas dans l'air, on n'est pas dans un avion. Mais ça fait une différence notable quand même. après, ça fait une différence. Quand bien même que le champ magnétique traverse les murs, parce que le champ magnétique, rien ne l'arrête. Quand tu prends des ondes artificielles, par exemple, le champ magnétique qui est émis par ton réseau, celui-ci, tu ne peux pas l'arrêter. Tu n'as qu'une matière qu'on appelle le mu-métal qui est capable de stopper ces champs magnétiques. Mais en gros, un champ magnétique traverse tout. Et le champ magnétique naturel, pareil, c'est idem. Mais sauf que quand tu es en étage, tu perds de densité de ce champ magnétique. C'est de moins en moins dense, en fait. Tu t'éloignes du centre de la Terre. Euh, Ça, c'est vraiment les grands axes sur bloquer l'artificiel de façon intelligente et favoriser le contact aux ondes naturelles. Il y a plein de façons de procéder. Euh, Là, je vais publier un livre qui s'appelle Le Vadémécum des ondes. Dedans, je j'ai mis plus de 80 solutions pour bloquer l'artificiel et favoriser les ondes naturelles. Donc, c'est une compilation, si tu veux, de vraiment des solutions que j'ai moi-même testées, des petites astuces qui coûtent parfois pas très cher à mettre en place dans son quotidien pour justement avoir un peu une hygiène électromagnétique suffisante pour pallier toutes les problématiques, notamment liées aux ondes artificielles. Donc ça, j'espère publier en, ce week-end. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en fait au niveau solutions. Il y a beaucoup de choses à Ouais. dire. Là, c'est vraiment ce que je donne là, c'est vraiment une idée générale de quelles solutions on peut mettre en place. Après, voilà, il y a toute une démarche aussi, et la démarche la plus importante, c'est de prendre conscience que nous sommes des êtres bioélectromagnétiques. Avant la biochimie, les réactions chimiques, il y a tous les phénomènes bioélectromagnétiques qui finalement commandent la biochimie. Notre corps fonctionne à la lumière au niveau de sa communication, et puis il y a vraiment des effets quantiques au niveau du corps. Il y a tout un réseau de circulation des électrons et des protons au niveau du collagène des tissus, ce qu'on appelle la matrice vivante, qui fait que on a énormément de semi-conduction dans le corps qui permettent de faire circuler ces électrons et ces protons pour créer de l'énergie, du magnétisme. Et que on est en contact de ça vraiment, qu'on est relié au spectre lumineux naturel, au champ magnétique terrestre. En fait, c'est la base. La base, elle est là.
Et je pense que c'est pour moi une base essentielle à mettre dans son quotidien. Et ensuite, on peut parler d'alimentation. Parce que moi, au départ, si tu veux, dans mon compagnon, je mettais énormément de focus sur l'alimentation. Je dis pas que c'est pas important, ça l'est, mais il y a quand même des priorités avant. Et prendre compte de son environnement dans lequel on est aujourd'hui, surtout avec l'émergence massive des nouvelles technologies, bah, c'est une donnée qui est vraiment essentielle si on veut être dans un état physiologiquement sain et avoir une santé qui puisse être pérenne euh, à l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, depuis le déploiement des premières technologies liées à l'électricité et aux ondes électromagnétiques artificielles, on est en dégénérescence. Alors, et après, il y a plein de facteurs qui viennent se cumuler à tout ça, mais de mon point de vue, et c'est pour ça que j'accompagne les gens, c'est pour ça que je fais des diags, c'est pour ça que j'essaie de beaucoup communiquer là-dessus, de mon point de vue, l'hygiène électromagnétique, tout le monde devrait en avoir une à minima, en tout cas prendre conscience de l'impact des ondes artificielles et comprendre que les ondes naturelles, elles favorisent globalement notre santé mitochondriale, notre énergie et vraiment elle est indispensable dans notre quotidien. Exactement. Ben, effectivement, l'alimentation, on l'a pas trop évoqué, mais c'est vrai on peut pas parler de tout sur une heure et demie. Ouais, Mais c'est un gros sujet aussi, c'est sûr. Mais comme tu dis, c'est un peu un tout. On saurait pas forcément dire, ok, euh, la partie production énergétique, mitochondrie, vitalité, on pourrait dire d'un point de vue global, c'est 50% d'alimentation, 30% de lumière artificielle, etc. On ne saurait pas forcément dire quelle est la part de chacun, je pense. C'est un peu un ensemble, quoi. tout à fait. C'est un peu intense. Mais si on reprend la mitochondrie, elle produit son énergie au tiers par son alimentation. Parce qu'on pense que la mitochondrie tire son énergie de l'alimentation qu'on lui donne par la décomposition des protons et des électrons. C'est vrai, mais ça revient à 25%. Le reste, le reste, c'est les électrons et les photons dans notre environnement. Il faut bien comprendre que ça explique beaucoup de choses. Ça explique pourquoi les personnes qui, par exemple, vivent au niveau des tropiques ont une capacité d'avoir moins besoin de nourriture. Ça, ces personnes-là, elles peuvent en témoigner. Que leur nourriture première est plus le soleil, finalement, qu'elles trouvent leur énergie par rapport au rayonnement lumineux du soleil. Euh, qu'on est beaucoup plus adapté à fonctionner de la bonne façon au niveau alimentaire lorsqu'on est en contact aussi des rayonnements lumineux, parce que ça vient booster notre mitochondrie, donc on va beaucoup plus facilement utiliser nos substrats énergétiques liés à notre alimentation, du fait que la circulation de la mitochondrie va bien fonctionner, et que plus on va remonter dans le nord, et plus on va avoir un changement au niveau de cette mitochondrie qui va être plus sensible à utiliser des acides gras. Donc, une autre source d'énergie que le glucose. Et là, on arrive un peu dans la tendance un peu cétogène, toute cette tendance où on utilise comme substrat énergétique principalement les acides gras. Pour produire aussi au niveau de la mitochondrie plus de chaleur, parce que quand tu es dans le nord, tu as des protéines qui sont découplées et tu vas avoir une production de chaleur au niveau de ta mitochondrie plus importante. Donc voilà, juste tout ça pour dire que notre mitochondrie, elle s'adapte énormément à notre environnement. Elle est très en contact avec notre environnement. Elle a des gènes qui lui ont permis de s'adapter. Elle est aussi extrêmement sensible, bien sûr, à toutes les ondes électromagnétiques artificielles et aux ondes électromagnétiques naturelles. Bon, il y a énormément de choses à dire là-dessus, mais Ouais, ouais, bien bien qu'on sûr. n'arrive pas à conclure par rapport à tout ça, mais en gros, voilà, la notion, c'est bloquer intelligemment l'artificiel et favoriser un maximum le contact aux ondes électromagnétiques naturelles. Ouais. On pourrait conclure en disant, vivez un plus à l'extérieur, un peu moins à Oui, l'intérieur. c'est ça.
être un peu moins sur les écrans, moins profiter des lumières intérieures, euh, manger un peu plus peut-être euh, frais. Alors, je pense que ça vaut surtout pour les fruits et légumes, la partie voilà biophoton qui nous amène de l'énergie comme ça. Euh, et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ouais, l'importance à la fois du rythme circadien et de la lumière bleue. Le Très soir, important. le soir, peut-être passer moins de temps en obscurité, ce qui veut dire se coucher plus tôt. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que faisaient naturellement nos ancêtres et qu'ils n'avaient pas besoin forcément de bloquer de lumière bleue vu qu'il n'y en avait pas. Il y avait la Exact. bougie, le feu, et c'était déjà pas Ouais. mal. Mm. Bah, intéressant, parce que ces sources lumineuses qu'on a mis le soir, elles se dégradent au fur et à mesure. Au départ, on a vécu dans un environnement où on avait simplement la lumière des étoiles et de la Lune, donc très très physiologique pour nous, parce que c'est inférieur à un lux, mais au niveau rayonnement lumineux. Ensuite, on a eu le feu. Donc le feu était une source qui dégageait beaucoup d'infrarouge. Le feu, la bougie. Ensuite, on a eu la lampe à huile. Ensuite, l'arrivée de l'invention de Thomas Edison de la lampe incandescente, 1879. Donc à partir de ce moment-là, c'est là où on a introduit de la lumière bleue dans notre environnement le soir. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce moment-là, pendant des millions, des milliards d'années d'évolution, on n'avait pas de lumière bleue le soir. Ce spectre de lumière bleue, il n'est pas prévu pour être là le soir. Ouais. Et encore avec la lampe incandescente, on avait encore la chance d'avoir de la lumière infrarouge, parce que la lampe incandescente émet un peu de chaleur, mais c'est aussi beaucoup plus énergétique, donc elle consomme davantage. Mais on avait encore un spectre qui était assez équilibré, parce que le rouge compense le bleu. Mais aujourd'hui, et depuis 1996 et l'arrivée des LED, encore plus aujourd'hui, parce qu'on a interdit d'acheter, on n'a plus le droit d'acheter maintenant des lampes incandescentes, c'est plus possible. Il y a encore des stocks et on peut toujours s'en procurer, heureusement. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec une lumière LED qui est un spectre bleu totalement isolé, sans aucun rouge. Et un spectre bleu qui correspond exactement au niveau de longueur d'onde de au niveau de notre IPR-RGC, au niveau de la réception, de la sensibilité de notre de photosensibilité de notre rétine. On dirait que c'est fait exprès, quoi. Donc c'est incroyable de voir comment on s'est isolé à un moment donné dans notre évolution. Faut qu'on puisse regarder Netflix plus tard, hein, c'est pour ça. Hein. Et ouais, exactement. Ouais. Non, mais ouais, je Ouais, pense que essayer d'avoir des ampoules qui soient d'un spectre un peu plus jaune, quand c'est encore faisable, ou la bougie, ou enfin et ou du coup avoir la source lumineuse qui soit plutôt basse, hein, une lampe basse vers le haut entre guillemets, plutôt que tout à quelque chose fait. en hauteur qui va taper dans ce Ouais, sens-là sur la rétine. Ouais. Et exact. Très juste. 30 secondes, les dernières 30 secondes, j'ai une question bête. Est-ce que le vrai feu, est-ce que c'est la même chose que de regarder une image d'un feu qui a les Non, mêmes couleurs que le feu? non, non. Est-ce qu'il y a un Non, pourcentage c'est qui pas. peut être intéressant ou pas du tout? Alors, je sais pas, je peux pas te dire le comparatif. Mais le feu que Bien tu que ça regardes sorte de via une l'écran, image bien que ça sorte de l'écran LED, c'est pendant quand un même écran, des couleurs qui sont rouges, quoi. Mais bon, tout à fait. T'es sur du rouge, mais t'es pas dans de l'infrarouge. Parce ouais. que la particularité de l'infrarouge, tu le sens parce que ça dégage de la chaleur. Ton image que tu regardes à l'écran, tu vas mettre la main devant, tu vas pas sentir de chaleur. Je pense pas. Ouais. Les rayonnements UF se ressentent par le dégagement de chaleur. C'est celui-là qui est vraiment bénéfique. Ok, Écoute, on parfait. a fait pas mal de tours. Ouais. Hein, ouais. Ouais, c'est déjà intéressant. Franchement, top, top, top. Plus avec des petites actions à mettre en place simples pour les gens, donc c'est cool. C'est bien. Ouais. Ouais, ouais. Je conseille vivement de, voilà, d'appliquer ces petites actions déjà parce que ça permet déjà de rentrer dans une démarche vis-à-vis de ces rayonnements-là. Et petit à Conscience petit, déjà de ce qui bah, se passe. Ouais. voilà, et puis ressentir un peu les effets, de plus conscient de ça. Et c'est un premier pas qui, derrière, pour moi, amène vraiment des changements.
c'est très important aujourd'hui de comprendre que on est complètement influencé par notre environnement électromagnétique. Que ce soit du côté négatif, par exemple artificiel, mais aussi par le côté extrêmement positif de s'exposer à tout ce qui est naturel. Ça, Ouais. c'est hyper, hyper positif. Et on ressent à partir du moment où on va se promener en nature, qu'on est au contact du soleil, qu'on est en pleine forêt. Et ça, c'est universel. Il n'y a personne qui peut nier ce fait-là. Oui, il y a eu Se beaucoup baigner d'études en là-dessus. nature, ah oui, Ouais. et Et se ça, baigner en nature, t'es encore autorisé, donc il faut le faire. exactement. Il faut vraiment, vraiment, vraiment en profiter parce que la clé, en fait, elle est là, quoi. Donc, Ouais. maximiser ce contact aux ondes naturelles est très, très, très important. Ok, Brice, merci beaucoup. On te Ben, écoute, retrouve merci, merci à sur tes toi. réseaux, je mettrai ça en description. Et puis, Yes, bonne génial. journée. Allez, ciao. Merci à toi. Ciao, ciao.